Saga Egmont présente Le dernier des écrivains de Gwenaëlle Robert, lu par Sophie Tavermassian. Tout droit réservé, Les presses de la Cité, 2022. À Hélène. Un jour, j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers. Henri Michaud, clown. Chapitre 1, 7 décembre. Il pleuvait. Elle regardait les gouttes d'eau s'écraser sur la vitre, puis s'étirer et suivre sur le carreau des chemins incertains. Ralentissement suivi de brusques accélérations. Loupe ductile et fugitive, où s'enflait la campagne, les vaches, l'ardoise des toits. Combourg, 3 minutes d'arrêt. Puis, Dol de Bretagne, La Fresnaye, la Gouesnière Cancale. Elle interrogeait son reflet dans la vitre. Est-ce qu'elle aurait dû envoyer un message à son père ? Il vivait à Saint-Coulon, à même distance de Cancale et de Saint-Malo, trop loin des parcs à huîtres pour attirer les amateurs et des remparts pour attirer les touristes. Une bourgade de choux-fleurs et de malouinières secrètes où passaient parfois des retraités avec des bâtons de marche et des sacs à dos bicolores. Il s'y était installé il y avait 10 ans, seul, dans une petite maison de pierre mangée de lierre avec un immense hangar pour le voilier, 2 fois la taille de l'habitation. Elle y avait passé les premiers étés. Il gonflait un matelas qu'il casait dans son bureau, entre les ouvrages de navigation et les traités sur les fortifications Vauban, des piles de livres achetés d'occasion qui s'effondraient au moindre de ses mouvements dans un nuage de poussière. La plage n'était pas loin. Elle descendait le chemin de la Touesse espadrille à la main. Puis c'étaient les huîtres qu'ils dégustaient ensemble, assis à califourchon sur le petit muret du jardin. Les siestes au soleil voilé de juillet. Les coups de main qu'elle donnait en silence dans le hangar tandis qu'il réparait le bateau. Des algues arrachées, une nouvelle couche de peinture sur la coque. Ensuite, elle n'était plus venue. Elle ne saurait pas dire exactement ni quand, ni pourquoi. Un été trop pluvieux. Une remarque qu'elle aurait mal prise sur son travail. Son maillot de bain. Le désordre qu'elle laissait dans la salle de bain. Il était devenu taciturne et maniaque. Elle avait découvert le Sud. Son fiancé d'alors venait de Nice. D'abord, elle avait trouvé une excuse. Puis il n'avait plus rien demandé. S'était habitué à sa solitude, qu'il aimait trop à présent pour accepter qu'elle fût troublée par une présence, fût-elle celle de sa fille unique. Est-ce qu'elle devait lui dire maintenant qu'elle allait s'installer pour 1 semaine à quelques kilomètres de chez lui ? Lui proposer de la retrouver dans un bar intramuros, un restaurant sur le Sillon, une plage. Elle hésitait sur la formule à employer. Il était devenu tellement susceptible. Devait-elle préciser qu'elle demeurerait chez Pierre Le Guellec, qu'il jugeait intéressant mais un peu poseur? Et le ton faussement détaché qu'il prenait pour le dire trahissait un peu de jalousie et beaucoup d'amertume. Il avait dû apprendre que le prix Nobel allait être décerné à l'écrivain breton dont sa fille était l'attachée de presse. Ce matin, en gare de Rennes, les journaux locaux ne parlaient que de ça. Le malouin Pierre Le Guellec récompensé par le Nobel pour son œuvre. Le nouveau prix Nobel de littérature vit à Saint-Malo. Le Guellec, Terre-Neuvasse et prix Nobel. Des gros titres mimétiques où l'on sentait poindre la fierté régionale, d'autant plus vive que l'œuvre de Le Guellec portait haut la marque de ses origines bretonnes, lutte contre la mer et mœurs de granit. Son père, s'il s'était rendu au tabac-presse de Saint-Coulon comme chaque matin, ne pouvait pas l'ignorer. Elle devinait ses sarcasmes. Il détestait les écrivains installés, consacrés par des prix offerts à ceux-là seulement qui n'en ont plus besoin. Le Nobel est une bouée que l'on jette à ceux qui ont atteint la rive. Au buraliste, il avait dû citer cette saillie célèbre, Bernard Shaw ou Tristan Bernard, raillant les simagrées de ces faux misanthropes avides de reconnaissance. Si elle lui en parlait, il ne manquerait pas de se moquer. Elle pourrait argumenter, mais à quoi bon ? La conversation dévirait inévitablement vers elle, 2 années de prépa,
Une école de communication à 10 000 € l'année, pourquoi ? Promener le chien d'un auteur à succès sur les remparts pendant que le type se fait acclamer à Stockholm ? Elle soupira. À quoi bon expliquer ? Elle était la dernière attachée de presse. Qu'on ne se méprenne pas. Des attachés, on disait à présent chargés de communication. Ils s'en formaient tous les ans, des promotions entières que la marée des écoles déposait régulièrement sur la grève du marché, diplôme en main, rompus à la communication digitale, des filles offensives et efficaces. Mais Marie Rivalin avait été formée à l'ancienne par Françoise Mandron, qui avait connu Duras et Aragon, était à la fois une assistante, une confidente, une amie de ces auteurs, prenait leurs rendez-vous médicaux, passait à la pharmacie, au pressing, gardait les bêtes, s'enquérait de la vie des enfants, assistait au mariage et au bar mitzvah. Marie était son disciple. Elle avait été formée à son école. Son portable était allumé tous les dimanches, en vacances aussi. Les auteurs pouvaient la joindre quand ils voulaient. Ils le savaient, n'hésitaient jamais. À la mort de Françoise, trop de cigarettes, d'alcool, une overdose de dévouement. Ils étaient tous dans le cortège, émus, tristes comme aux obsèques d'un membre de leur famille. Surpris tout de même de trouver tant de collègues derrière le corbillard de celle qui leur avait laissé croire qu'ils étaient uniques, qu'ils faisaient l'objet de son attention exclusive. Depuis, Marie avait repris les auteurs de Françoise, s'efforçant d'assurer la même disponibilité, la même écoute. Avec Pierre Le Guellec, dont Françoise s'occupait depuis plus de 30 ans, la passation avait été curieusement fluide. D'abord, il l'appelait quand il avait besoin d'un taxi, d'une oreille, d'un contact. Elle répondait toujours, touchée de sa courtoisie désuète, ses manières un peu passées, dont l'apparente raideur dissimulait une timidité réelle. Un jour, il y avait près de 10 ans, c'était en juin ou en juillet, elle dut se rendre à Saint-Malo pour récupérer le contrat d'une adaptation au cinéma. C'était un jour de tempête. La marée était haute. Elle était arrivée par les remparts, décoiffée, trempée, ses cheveux goûtant sur son chemisier d'été, ses sandales de corde imbibées de l'eau de pluie. Il avait considéré sa silhouette de chat mouillé avec l'air absorbé de celui qui a un problème à résoudre, avait soufflé quelques nuages de fumée, puis avait proposé un grog. La pluie tombait toujours, l'appartement sentait le chien et le tabac. Il y avait au mur des portraits de corsaires, des marines, des photos jaunies. Ils avaient parlé de littérature et d'histoire, et ces sujets se fondaient si bien dans le paysage qu'il semblait qu'il n'y en eût pas d'autre possible. Parler de soi, de l'actualité, de la météo semblait hors jeu. Au mieux un anachronisme, au pire une faute de goût. Son élocution était lente, ponctuée de silences amusés. Il cherchait parfois ses mots, citait Chateaubriand sans affectation, comme il aurait répété les paroles d'un ami rencontré la veille au bistrot d'à côté. Il racontait des guerres de course, des histoires de chiens et de toits d'argent, des trésors enfouis 6 étages sous terre. Elle hochait la tête, réchauffée par le breuvage qui allumait dans son sang des flammes couleur d'ambre. Par la fenêtre, on voyait les remparts où des touristes en sandalettes couraient pour se mettre à l'abri dans les guérites de pierre. Ils s'en amusaient, devinaient les orages conjugaux, les reproches. « Je te préviens, c'est la dernière fois qu'on vient en Bretagne. » Ils avaient bu un autre grog, à la pluie, puis le rhum seul, à la Bretagne, un autre, à la littérature, encore un autre, à leur rencontre. Elle avait dormi dans la chambre du fond dont le parquet craquait comme le pont d'un vieux galion, tangué de même, et la pluie giflait la vitre comme le hublot d'un navire dont elle était l'heureux passager clandestin. De ce jour était née leur amitié, une amitié tacite et fidèle, faite d'admiration, elle, de tendresse, lui, d'affection réciproque. Parfois, il lui arrivait de l'appeler Françoise. Elle ne corrigeait jamais. Quand le jury du Nobel avait élu en octobre l'écrivain breton,
C'était elle qui l'avait appelé pour le féliciter. La ligne était mauvaise. On entendait mal. Les murs trop épais, le granit. Le chien aboyait. Il avait bredouillé des mots embarrassés. Oui, je suis content. À Paris, dans le bureau de Béatrice Monvielle, son éditrice, on avait sablé le champagne. Un Nobel dans la maison Brodin, ce n'était pas arrivé depuis 60 ans. On allait rééditer toute son œuvre, plus de 20 titres, des tirages énormes ceints de bandeaux rouges, prix Nobel de littérature, un argument de vente irréfutable. Le lauréat n'avait pas voulu se joindre à l'euphorie éditoriale. Il avait décliné l'idée de célébrer l'événement dans un grand restaurant parisien. Du reste, il ne se déplaçait presque plus depuis son opération de la hanche. Et puis il y avait Silver, un Terre-Neuve au poil brun, 60 kilos de fidélité massive, qui n'aimait pas quitter Saint-Malo. Même refus de participer aux conférences qui avaient lieu à Stockholm la semaine précédant la remise de prix. Marie n'avait pas insisté. Il arriverait directement le 8 décembre, l'avant-veille de la cérémonie. Elle savait ses réticences aux événements mondains, à tout ce qui pouvait briser la solitude de son désert breton. Elle s'était occupée des démarches ordinaires, s'était mise en relation avec les organisateurs suédois, avait pris le billet d'avion, réservé un smoking, une chambre d'hôtel. Il s'était inquiété qu'elle ne l'accompagne pas, mais c'était le rôle de l'éditrice qui le rejoindrait directement à Stockholm, accompagné d'Alexandre Brodin, dit Brodin fils, nouveau directeur de la maison d'édition depuis la mort de son père l'an passé. Quant à elle viendrait à Saint-Malo le 7 au soir, l'emmènerait à l'aéroport le lendemain à l'aube, garderait le chien et l'appartement. Il y avait sa chambre depuis la soirée des grogs, toujours la même cabine, au fond du couloir à gauche. Il avait regretté qu'elle ne soit pas du voyage. « Vous êtes certaine de ne pouvoir venir ?» Puis approuvé d'une voix qu'elle avait trouvée vieillie, fatiguée. « D'accord. » Avant de raccrocher, « Merci infiniment, Françoise. » À présent, elle le devinait soucieux de son bureau enfumé. Il devait douter de ce qui lui arrivait, cette consécration, cette gloire tardive après tant d'années d'obscurs travaux, et le prix, 8 millions de couronnes suédoises, près de 800 000 €. De quoi avoir venir, même si, à près de 80 ans, cette expression résonnait curieusement. Est-ce qu'il faisait des projets en caressant la tête de Silver ? Rénover la toiture, la façade de cet hôtel d'armateur acheté dans la vieille ville il y avait 20 ans à la faveur du prix Femina. Une folie qu'il avait fallu dépecer en appartements tous loués depuis pour rembourser les crédits contractés et joindre les deux bouts. Longtemps, il avait rêvé de mettre ses locataires dehors, ces parasites qui avaient emménagé chez lui à mesure que se creusaient ses dettes. Une demeure comme celle-ci, il fallait l'habiter tout entière, ou pas du tout. Au lieu de quoi, il entendait grincer le parquet au-dessus de sa tête, supporter les vacanciers du 3e étage, leur surf sur le palier, leurs questions stupides sur la télévision ou le code Wi-Fi de la location. Après 20 ans d'attente, il allait pouvoir reprendre possession de l'ensemble de la demeure. Mais que ferait-il maintenant de ces 500 mètres carrés de stuc et de moulures, de ces escaliers immenses où il s'essoufflerait, de ces fresques peintes au 18e, frégates échouées sur les plages d'îles luxuriantes, bananiers, macaques et femmes alanguies parmi les fleurs de tiare, promesses de voyage qu'il ne ferait jamais. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Saint-Malo, terminus de ce train. Marie s'ébroua. Il était 5 heures et déjà le jour baissait. La gare de Saint-Malo apparaissait au terme d'un long chemin de croix, zone commerciale, entrepôt d'engrais, concessions automobiles et immeubles ornés de graffitis criards au sens hermétique. Le compartiment s'était vidé à Rennes. Il restait seulement une étudiante, casque vissé sur le bonnet, un homme en costume qui tapait frénétiquement sur le clavier de son ordinateur. Elle remonta l'allée en tirant sa valise. Sur le quai, elle vérifia l'écran de son portable. 2 messages de Béatrice Monvielle. « Bon séjour à Saint-Malo, tu m'appelles quand il est dans l'avion ?» Elle répondit d'un pouce levé, puis, à son père, elle envoya « Je suis à Saint-Malo dans l'appartement de Le Guellec pour 5 jours. On se voit ?»
On se voit, ça n'engageait à rien. Ni intrusif, ni suppliant. Juste la distance nécessaire pour le laisser libre de son choix et se prémunir contre son refus qu'elle devinait. Il avait un rhume, trop de travail, le bateau à remettre en état, son bureau à ranger, une autre fois peut-être, sans rancune. Devant la gare, elle héla un taxi. Le type se sentit obligé de lancer en breton « Déguémer, Mat ! Bienvenue en Bretagne !» tout en pointant le doigt vers le ciel qui ruisselait avec force clin d'œil pour souligner son sens de la dérision. En Bretagne, on est mouillé, mais on sait rire. Elle hocha la tête, s'engouffra à l'arrière avec un vague sourire. Le trajet ressemblait à la traversée des siècles, une histoire de l'architecture à rebours. Elle laissait derrière elle la gare neuve, les hôtels, les immeubles fraîchement bâtis et un peu prétentieux avec leurs vitres fumées et leurs huisseries d'aluminium. Ils passèrent devant les maisons de l'après-guerre, tuyas qui dégoulinaient sur les jeux de jardin, géraniums au balcon. Puis c'étaient les pavillons modestes des années 20, aux noms soigneusement gravés sur de faux cartouches de plâtre, Kerpolette, Chez nous, Mon Repos, Ma Victoire, des façades qui sentaient la transpiration, l'épargne, le labeur dans un ministère poussiéreux de la Troisième République. On devinait les heures de discussion conjugale sous une lampe de gaz, au son de la franc-comtoise, tic-tac, tic-tac, pour trouver un nom pas prétentieux, pas bégueule, mais plein de fierté quand même. Ce pavillon ne l'avait pas volé. Tic-tac, le type osait un jeu de mots. Domicile adoré, ça me suffit. Sa femme secouait la tête, elle trouvait ça stupide. Et pourquoi pas mon paradis? Le taxi s'engagea dans Courtoisville, et les villas cossues, tourelles, mosaïques et encorbellements, affichaient maintenant des noms plus simples, lâchés avec désinvolture, les Vagues, les Mouettes, Castelroc, Rochebelle, des noms qui disaient que ces maisons étaient plus qu'une demeure, tout un monde. On devinait des vacances avec une armada de domestiques, premier bain de mer, ombrelle, pêche au crabe, calèche, casino. Vous ici? Je vous croyais à Deauville. Elle aurait aimé séjourner dans une de ces villas qui longeaient la digue et ouvraient sur la mer d'immenses portes vitrées. Mais l'écrivain avait préféré la vieille ville, la ville austère et fortifiée, ceinte de murs de pierre avec ses façades reconstruites et ses ruelles étroites. Rue du Chat qui danse, du Pélicot, du Gras Mollet, rue du Sans-Pareil. Des noms si pittoresques qu'on les aurait volontiers cru imaginés pour les touristes quand les plus récents avaient 8 siècles. La vieille ville surgit soudain au détour de la chaussée du Sillon, avec sa tour crénelée où était fiché le drapeau rouge et bleu orné d'une hermine. Vous avez vu, c'est la seule mairie de France où le drapeau local dépasse le drapeau français. Le chauffeur, débonnaire, lui jetait des regards amusés. Elle hocha la tête, elle savait, merci. Elle connaissait l'histoire de la République autoproclamée ni français, ni breton, Malouin suit. L'inflexible fierté de ceux qui étaient nés là. Fils de pêcheurs, de marins, d'armateurs, c'était le même orgueil, pudique mais tenace. Le taxi se gara devant la porte Saint-Vincent. Trop compliqué d'entrer intramuros, la circulation y est impossible, la faute aux touristes. Déposa sa valise, lui souhaita un bon séjour, vous verrez au soleil, c'est magnifique. Elle remercia et s'engouffra sous les armes de la ville gravées au-dessus de la porte Saint-Vincent, tandis que la voiture s'éloignait vers les quais. Pierre Le Guellec vivait de l'autre côté de la ville, porte de Dinan, fenêtres ouvertes sur le port et la cité d'Alette. Elle décida d'éviter la rue principale bordée de commerces touristiques. Emprunta l'escalier de la porte Saint-Thomas qui menait au rempart. En haut, le vent soufflait fort, mais le spectacle était grandiose. Nul visiteur ne pouvait se soustraire à l'émerveillement qu'imposait le panorama. D'un côté, le Sillon étendait paresseusement sa plage de sable. De l'autre, Dinard exposait ses orgueilleuses villas. Et ça et là, posés comme des jalons de l'histoire dans la mer d'émeraude, les rochers, les îles, les forts, les éclats de l'antique gloire marine fichée dans les flots. Sur la pointe occidentale du Grand B,
la croix de la tombe de Chateaubriand s'élevait face à la mer selon ses dernières volontés. Marie inspira à plein poumon. Un regret la saisit à l'idée de s'enfermer dans l'appartement enfumé de l'écrivain quand le spectacle invitait à larguer les amarres, prendre le large. Elle se pencha par-dessus les créneaux. En bas, des genêts giflaient des rochers escarpés. Pour dissiper son vertige, elle ferma les yeux, tenta de visualiser ce qui allait suivre. Une idée de son psychologue pour mieux appréhender ce qu'elle devait faire et dissiper ces vagues d'anxiété qui la paralysaient depuis quelques mois sans qu'elle pût dire pourquoi. Un pas après l'autre. C'était l'idée. Décomposer les actions à faire pour ne pas les subir. Les visualiser pour les envisager avec sérénité. Elle passa en revue les étapes à venir. L'arrivée dans l'hôtel d'armateur, le vestibule de marbre, immense avec sa rose des vents et ses meubles d'acajou, l'odeur de salpêtre et d'encaustique, les degrés de l'escalier de granit, et puis la porte, qu'il viendrait ouvrir d'un pas lent, un peu dépenaillé, l'odeur de tabac, sa pipe toujours allumée, son bon sourire. « Vous avez fait bon voyage, vos joues sont fraîches. »« Tu calmes, Silver, veux-tu laisser Marie tranquille ? » ?»« Entrez, entrez, Marie. » Ils dîneraient ensemble, boiraient à son succès, le Nobel tout de même. Elle irait se coucher de bonne heure. Il faudrait se lever à l'aube pour l'accompagner à Rennes. L'avion pour Stockholm était à 7 heures. Oui, j'ai votre passeport. Ensuite, 5 jours à tuer par-dessus les remparts, à promener le chien, à regarder au journal télévisé la remise du prix Nobel, lui, un peu emprunté dans son smoking. Béatrice, euphorique, radieuse au premier rang. Brodin fils, satisfait, applaudissant d'un air entendu. C'est une immense satisfaction pour la maison, le livre n'est pas mort, la littérature française, etc., etc. Elle n'était pas mécontente d'assister à tout cela de loin, de s'enfermer dans la citadelle de pierre, à juste distance des agitations du monde. Des remparts, un chien, des livres, c'était assez pour faire sécession. À Béatrice, qui s'était inquiétée de sa solitude, elle avait assuré qu'au contraire, ça lui ferait du bien. Elle allait pouvoir se reposer. Depuis 1 an, 2 peut-être, elle sentait une grande lassitude que les vacances ne dissipaient pas. Des crises d'angoisse la prenaient, sans raison, sans crier gare, qui la laissaient épuisée, sans joie et sans énergie. Elle avançait lentement sur le chemin de ronde. Elle n'était pas pressée malgré le crachin qui tombait, pénétrait son manteau et frisait ses cheveux. Soudain, son téléphone vibra au fond de sa poche. Un message de son père, rédigé comme un télégramme d'après-guerre. « Merci de m'avoir prévenu. Suis bien occupée avec le bateau. Bon séjour, papa. PS, couvre-toi, il prévoit de la pluie. » Elle haussa les épaules. Sans blague. Chapitre 2, 8 décembre matin. Mais le lendemain, il faisait beau. Le ciel tendait au-dessus de la ville une voile d'un bleu électrique que déchirait le vol des goélands. Un soleil d'hiver perçait les créneaux et allumait le gris des fortifications. Quand Marie rentra de l'aéroport de Rennes, la ville avait perdu son air triste et solitaire. Elle n'était pas gaie pour autant. Ce mot n'avait jamais été associé au vaisseau de pierre. Trop de dangers, de menaces, des siècles à se méfier de l'ennemi anglais à quelques tirs de canon des remparts pour finir un soir d'août 1944 enseveli sous un déluge de bombes et d'obus américains. De quoi vous ôter l'envie de rire. L'insouciance et les plaisirs, c'était bon pour l'autre côté de la Rance. Dans les villages de pêcheurs que la mode des bains de mer avait transformés en villégiature au siècle dernier. Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Caste étaient les filles du Second Empire qui les avaient vues naître et les avaient dotées de tout l'attirail nécessaire. Casinos, villas extravagantes et promenades du clair de lune. La fête impériale version dame de la côte. À Saint-Malo, pas de gaieté, mais une fierté secrète et silencieuse. La ville avait la dignité des gueules cassées. Elle affichait un visage ravagé.
reconstruit, suturé des cicatrices grossières de l'après-guerre. Marie gara la vieille R5 au pied des remparts et passa la porte de Dinan pour rejoindre l'hôtel d'Armateur. Dans l'ombre du vestibule de marbre, une femme en clair-obscur époussetait les boîtes aux lettres. « Alors, monsieur Le Guellec est parti à Stockholm, c'est ça ?» Marie hocha la tête. « Il y sera à midi. » La femme soupira. « Eh bien, pourvu que ça ne nous attire pas de journalistes par ici, » poursuivit l'autre d'un air vaguement méfiant. Ailleurs, on se serait réjoui d'avoir une célébrité dans son immeuble. On se serait plu à raconter des anecdotes aux curieux, des souvenirs, des confidences. Pas ici. Derrière ces remparts, la ville cultivait le goût du secret et de l'indépendance. D'ailleurs, l'écrivain avait tout dit dans ses livres, pas vrai ? Marie hocha la tête. De fait, Pierre Le Guellec était un homme dont la vie se confondait avec l'œuvre, et chacun chez Brodin louait cette cohérence, comme si c'était une qualité de puiser dans sa vie la matière des livres qui vous en détournent, mieux, une vertu. « Vous travaillez ici ?»« Je suis la gérante du magasin de souvenirs, le Corsaire Plage », expliqua la femme en désignant d'un coup de menton le pas de porte qui faisait l'angle de l'immeuble. « Je m'appelle Claire Gauthier. » Derrière la vitrine, des mouettes en peluche côtoyaient des bécassines en chiffon, des couteaux, des bouteilles de sable, des bouées en plastique, tandis que des t-shirts aux couleurs criardes proclamaient qu'il faisait toujours beau à Saint-Malo. « Je suis fermée en décembre, enfin jusqu'aux vacances de Noël. Alors j'ai le temps de m'occuper des parties communes, » déclara-t-elle en passant son chiffon sur la rambarde en fer forgé. « Je fais office de concierge, comme on dit. J'ai même les clés des appartements du 3e, les locations pour les vacanciers. Je gère les départs des uns, les arrivées des autres. En échange, monsieur Le Guellec me fait une ristourne sur le loyer. » L'attachée de presse hocha la tête. Elle devinait que, pour la femme, cette présentation succincte valait confidence. Il fallait lui rendre l'appareil. « Je suis Marie Rivalin. Je garde Silver pendant le voyage de monsieur Le Guellec. » « Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que, en l'absence de son maître, on peut dire que le chien fait du boucan. Remarquez, c'est pas moi que ça dérange, j'adore les bêtes. J'avais un basset autrefois, une bête adorable. Mais c'est à cause de ceux du second, vous savez. Les rennais. Non, je ne sais pas. Mais si, monsieur Le Guellec a dû vous en parler. Il s'appelle Jaouen. Lui est un industriel de Rennes qui a fait fortune dans le café. Ils viennent là le week-end, parfois aux vacances. Ils ont complètement refait l'étage. Mais ça ne leur suffit pas. Ils rêvent de racheter l'immeuble. Je me demande bien pourquoi. C'est grand, les murs suintent l'humidité et ses plafonds, ajouta-t-elle en agitant son chiffon vers la voûte du vestibule. Impossible de chauffer une baraque avec des dimensions comme celle-là. Moi, c'est bien simple. Dans mon appartement, j'ai fait poser un faux plafond. Hop, 1 mètre en moins. Ça a l'air de rien, mais je fais de sacrées économies. Et puis, de l'espace au-dessus de la tête, à quoi ça sert, hein ? Je mesure 1,55 m. C'est vous dire que j'ai pas besoin de cette hauteur, vrai ou pas vrai ? En l'absence de réponse, la vendeuse du Corsaire Plage développa son raisonnement. Pour elle, c'était tout bonnement incompréhensible. Avec leur fortune, les Jaouen auraient pu se faire construire une villa moderne sur la côte à Roténeuf ou Saint-Lunaire. Ils n'auraient plus été embêtés par les chiens ou les gamins des voisins. Mais le type était féru d'histoire. Un admirateur de Surcouf qu'il tenait pour un modèle d'audace. Il disait qu'il venait ici pour capter les bonnes ondes corsaires, en attendant de pouvoir racheter l'immeuble. Racheter l'immeuble ? Il n'en était plus question à présent. Marie devina la déception des locataires quand ils avaient appris que Le Guellec allait recevoir le prix Nobel. Près de 800 000 €. Avec une telle somme, il pourrait mettre tout ce monde-là dehors, l'industriel de Rennes, sa femme, la vendeuse du Corsaire Plage et les vacanciers du 3e. Elle était un peu déçue de découvrir qu'il y avait tant de monde autour d'elle. Dans les étages au-dessus, en dessous, tous ces gens reliés par les mêmes canalisations, des fils électriques, des chaînes invisibles. Elle s'était figuré l'appartement de Le Guellec comme une sorte de vigie isolée, un lieu à part,
protégée du siècle par les remparts. Chez lui, elle avait toujours eu l'impression qu'ils étaient seuls. Elle se découvrait soudain cernée par les mêmes mesquineries de voisinage qu'à Montrouge, dans l'immeuble neuf où elle avait emménagé 2 ans auparavant pour entendre les réunions du syndic débiter les mêmes rengaines, les chiens, les enfants, les boîtes aux lettres. Il n'y avait donc aucun lieu pour prendre congé du monde. Son estomac se serra. Elle sentit son cœur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.